Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Essilor Luxottica? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va assez rapidement, on en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Essilor Luxottica, il y a plusieurs vidéos sur le sujet ici, enfin quantitative, je pense bien. Donc, on va aller assez rapidement. Je rappelle ici qu'on fait une analyse quantitative et non une analyse fondamentale. Donc, on présente les chiffres. Le but est simple. Est-ce que l'entreprise mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Maintenant, si l'entreprise est intéressante quantitativement, on va y aller en profondeur, lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, essayer d'écouter également, enfin, de voir à peu près qui sont nos concurrents, etc., questionner la taille du marché afin d'avoir un avis un peu plus approfondi sur l'entreprise. OK? Je ne le dirai jamais assez, même si j'aurais tendance à me répéter dans le futur, encore une fois. Donc, croissance des revenus, très bien. C'est la croissance passée. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Acquisition, organique, voilà des questions qu'on se pose de base. Donc, sur les 10 dernières années, c'est 16%. Sur les 5 dernières années, c'est 8%. Sur les 3 dernières années, c'est 10%. Et bon, voilà, à peu près sur les 2 dernières, on est à peu près 4%. Donc, la croissance est ralentie. Elle aura tendance à ralentir dans tous les cas de figure, mais vous ne pouvez pas vous dire ici que non, la croissance sera à peu près de 10% sur les 5 prochaines années. Non. Vous pouvez avoir une estimation ici, mais c'est toujours bien de prendre la taille du marché. Et surtout, écouter les conférences call, quels sont les objectifs stratégiques du management sur les 2, 3, 4, 5 prochaines années. OK? Donc ici, on constate juste que c'est une entreprise en croissance. Très bien. Croissance des revenus. Est-ce qu'au niveau des marges brutes, on a une stabilité? Premier niveau de pricing power sur la stabilité des marges. OK? Ici, c'est le cas. On aime ce qu'on voit ici. Ensuite, on va regarder ici les marges EBITDA. On a des marges EBITDA ici qui, quand même, on a une pression au niveau des marges EBITDA. Ça va un peu... Même si je pourrais dire ici que c'est une stabilité des marges par rapport à... Sur les 20 dernières années, oui, mais si je baisse, on a à peu près 21, disons 22%. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près 20%. Donc, on a 2% en moins. D'aucuns diront que ce n'est pas grand-chose, mais en fait, il faut se poser des questions maintenant, savoir pourquoi est-ce que ces marges-là diminuent. On parle d'EBITDA, donc entre la marge brute et l'EBITDA, qu'est-ce qui pourrait impacter? Grosso modo, ici, on va se dire les dépenses en marketing peut-être, la recherche et développement peut-être. OK? Donc, voilà des éléments qu'on devrait aller regarder. Est-ce que ça augmente? Est-ce que ça diminue? Pourquoi? OK? Ensuite, pour le moment, je dirais que c'est correct ce que je vois ici. Ensuite, on va regarder je ne vais pas en ordre, vous pouvez faire comme vous voulez ici, parce que, enfin, ici. Ensuite, je regarde les net income et les free cash flow, si les deux vont dans le même sens. Si on parle le même langage, une entreprise, ici, on a à peu près des free cash flow plus élevés que les net income. Alors là, je vais toujours essayer d'être prudent. C'est une compagnie européenne. Essilor Luxottica, si on regarde également les bilans, il faut vérifier si on n'a pas des magasins individuels ou ce genre de choses-là. Et je le dis vraiment comme ça ici, il faut faire attention par rapport à ça. Parce que ça peut avoir un impact sur les free cash flow. En Europe, par exemple, les entreprises, elles ont tendance à calculer, comment on dit ça, surtout quand vous avez des magasins, on a tendance ici à prendre en considération la valeur des loyers au niveau des free, après les free cash flow, on va le dire comme ça. Enfin, donc, les free cash flow peuvent être impactés positivement ici par des loyers. Or, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre. C'est un élément qui me dérange beaucoup. OK? Parce que ça fausse littéralement le free cash flow. Vous allez prendre un free cash flow de 3 milliards alors qu'on a des loyers de 1 milliard. Or, les loyers on repaye les loyers au niveau comment on appelle ça? Le cash flow pour les investissements ici, enfin les cash flows de financement, c'est à ce niveau-là qu'on repaye les loyers. Pour moi, je ne considère pas ça comme étant correct. OK? Il faut les payer sur la partie opérationnelle ici du bilan parce que ce n'est pas considéré comme une dette. C'est le principal de la dette qu'on va rembourser à ce niveau-là. Bref, je ne dis pas que c'est le cas pour Essilor. Je précise bien. Mais pour ceux qui décryptent les bilans ici, c'est important d'aller regarder la différence entre les deux. Ici, free cash flow est plus élevé que net income. Je le constate. D'accord? Et je vais le prendre comme ça. Mais je sais que derrière ça, ça implique d'autres vérifications. Dans tous les cas de figure, tout ce qu'on regarde ici, c'est est-ce que les chiffres sont assez intéressants pour rentrer dans notre watchlist? C'est tout. Pour le moment, ici, je dirais que free cash flow et net income sont positifs et free cash flow est plus élevé que net income. C'est bien. OK? Ensuite, je vais regarder les marges de free cash flow. Voilà. Free cash flow, margin. On constate ici qu'on a plutôt également une stabilité. Vous voyez que les marges brutes augmentent. Les marges EBITDA, légère diminution. Les marges de free cash flow sont plutôt stables. OK? Si ces free cash flow-là sont véridiques, tant mieux.
OK? Donc, on a du 13%. C'est une bonne chose. Dette nette sur EBITDA, je vais quelque chose ici inférieur à 5. Et si l'or, 5, c'est correct. OK? Ici, c'est 1,7. Alors, dites-vous généralement ici que si l'entreprise est cyclique, dans le secteur de la santé, c'est moins cyclique ici. Donc, enfin, vous allez prendre à peu près 5 fois l'EBITDA. OK? Et ensuite, il ne s'agit pas juste de regarder 5 fois l'EBITDA. Non, il faut également regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps. OK? Donc, vous pouvez avoir une dette de 1 milliard, mais si vous devez la repayer ici, alors que vous générez 10 millions de free cash flow, mais si vous devez repayer la dette ici sur 100 ans, c'est correct. OK? Vous pouvez avoir une dette ici de 1 milliard et vous générez, disons, 100 millions de free cash flow, mais si vous devez repayer la dette ici l'année prochaine ou bien cette année, ça va être compliqué. OK? Donc, il faut toujours regarder comment est-ce que la dette est échelonnée dans le temps, les taux d'intérêt, etc. Donc, ici, on peut constater qu'on a à peu près 1,7 fois l'EBITDA, donc l'entreprise n'est même pas endettée du tout. La dette également, il faut la regarder du point de vue volume. Je préfère généralement ici une entreprise qui peut repayer la dette nette ici avec les free cash flow en moins de 10 ans. D'aucuns diront plus que ça. Enfin, d'aucuns vont rechercher moins que 10 ans, etc. Vous faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Donc, ici, en moins de 4 ans, c'est correct, en se basant sur les free cash flow. On aime bien ça. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il augmente. Et ça, je n'aime pas. Mais on ne peut pas tirer des conclusions ici si on ne sait pas pourquoi est-ce que le nombre d'actions a augmenté. Et si l'or est une entreprise qui croît par acquisition, de manière générale, donc on paye pour la croissance. Donc, je vois ici que ça pourrait être la raison pour laquelle on a un nombre d'actions qui a drastiquement doublé, mais il faut toujours aller vérifier. Toujours aller vérifier. D'accord? Si le nombre d'actions augmente, est-ce qu'on a fait une acquisition, etc., je veux que le bénéfice net ait également tendance à augmenter. Et là, il est plutôt stable. Donc, l'évolution du nombre d'actions me stresse énormément. Donc, ce sont des éléments que je vais avoir tendance à aller vérifier. Maintenant, la partie la moins importante, combien est-ce que je serais prêt à payer maximum pour cette compagnie? J'ai bien dit je. Parce que je ne vais pas dire ici que combien est-ce que ça vaut. Non. Combien est-ce que moi, je serais prêt à payer pour cette compagnie? Grand max. Je dis bien grand max. Et encore, sans marge de sécurité, je rappelle bien. Alors, chapitre 20 de l'investisseur intelligent. Donc, chapitre 20 et le chapitre 8, vous devez le lire si vous voulez faire du stock picking, si le stock picking vous intéresse. Ça vous donnera à peu près, c'est un bon point de départ pour à peu près voir comment est-ce que moi je peux penser dans le futur. Enfin, comment est-ce que je vois les choses ici? Parce que ce sont deux chapitres qui influencent grandement ici mon raisonnement. Je ne dis pas qu'il va influencer le vôtre, mais en tout cas, allez le lire, dans tous les cas de figure. Alors, ici, on va regarder le price to cash flow, to free cash flow, vu que les free cash flow sont plus élevés que les net income. OK. Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'aura pas les price free cash flow sur 12 mois, mais ce n'est pas plus grave que ça. Free cash flow. C'est une entreprise, vu le niveau de croissance qui va s'échanger que 20 et 25 fois les bénéfices. En période de croissance, on sera à 25 fois les bénéfices. Et quand on arrivera à maturité, on va se rapprocher on va osciller entre 20 et 15 fois les bénéfices. Je ne fais pas de magie. Regardez le secteur d'activité et l'évolution du secteur, l'évolution de la croissance de manière générale ici. Regardez également la moyenne sur cette entreprise sur les dernières années. Je ne paye pas 20. Ce n'est pas parce qu'il s'affiche à 27 que je vais payer 27. Je paye 25, point barre. J'ai déjà expliqué pourquoi. OK? Donc, on ne va pas revenir également dessus. Donc, je prendrai 25 fois les bénéfices. Donc, ça, c'est la partie optimiste. OK? Ce n'est pas parce que si l'entreprise est si je découvre ici que l'entreprise pourrait être sous-évaluée, on va approfondir. On va regarder à peu près la véracité des free cash flow, etc. avant de se faire un avis complet ici. Donc, là, je passe sur Fastgraft. Et si l'or, voilà. Alors, au niveau de Fastgraft, ici, je constate une chose. Je vais payer 25 fois les bénéfices. Donc, j'ajuste ça. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir, c'est ce niveau. Nous avons une entreprise ici qui a tendance à... Est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? 70% du temps, oui. Il faut également voir au niveau de la pandémie, est-ce qu'ils ont eu tendance à se tromper? C'est important. Quand je dis au niveau de la pandémie, est-ce qu'ils ont eu tendance à se tromper? Normalement, la pandémie était imprévisible. Et donc, de manière générale, ici, quand je vais regarder le scorecard, le plus important pour moi, c'est de voir à quelle période ici on a eu des prévisions qui n'étaient pas véridiques. Ici, on voit 2023-2024. Et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a eu tendance, pourquoi est-ce que les analystes ont du mal sur les 2 dernières années ici à faire des prévisions sur cette compagnie. Est-ce qu'elle est de moins en moins prévisible? OK? En termes de... comment on dit ça? Parce que si je prends... Enfin, les bénéfices nets ajustés vont se rapprocher ici des free cash flow. D'accord? Je mets en termes de free cash flow,
on a tendance à également être assez correct. Donc, je prendrais même les free cash flow de manière générale. De toute façon, on fait une estimation. Alors, ici, c'est une entreprise, si je prends 25 fois les bénéfices, ça veut dire que l'entreprise peut avoir une croissance supérieure à 8 à 7% sur les 5 prochaines années au moins. OK? Donc, si c'est le cas, en 2027, si tout se passe bien, on pourrait atteindre les 249 $ l'action. 249 $, enfin 249 € moins la dette nette. Moi, j'enlève toujours la dette nette. 249 moins 24, j'arrondis. 249 moins 24. On arrive à peu près à 225 € l'action. Donc pour moi, 225 € l'action serait le maximum que je serais prêt à payer en date d'aujourd'hui. Sans marge de sécurité. Ça, c'est mon prix à moi. Si vous voulez payer 500, ça vous regarde. Pour moi, ici, à payer 225, ça sous-entend que si l'entreprise, si on me propose cette entreprise à 225 € l'action, par rapport au bénéfice net attendu en 2027, ça me donne à peu près un rendement sur coût de 4,44%. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, moi, est-ce que je vais me poser la question de savoir, est-ce que je pourrais avoir un meilleur rendement ailleurs sur une entreprise aussi qualitative que Essilor Luxottica? Point. OK? Donc, 0,4, on mettra ici 225 € l'action. Est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Je pense qu'on a déjà fait le tour. On aurait pu rajouter ici le ROIC, etc. Est-ce que c'est même le cas vu les acquisitions qu'on a fait ici? On sera quelque chose, voilà, on a un impact ici des acquisitions à peu près à cette période, donc toujours aller vérifier. Il faut toujours reconstruire cet élément-ci. Parce que là, on se dit, ah oui, mais c'est pas intéressant, c'est en dessous des 10, etc. Ou bien c'est en dessous des 20%. Dites-vous ici que le ROIC, dépendamment des secteurs d'activité, vous n'aurez jamais ce ROIC-là. Par exemple, si vous prenez 20-30%, vous allez très souvent vous retrouver au niveau de la tech. Donc, pour ceux qui veulent être diversifiés, même si je pense que quand on est investi au niveau de la tech, on peut être diversifié, même en étant uniquement investi dans ce secteur d'activité-là. Parce que si vous prenez un logiciel comme, je ne sais pas moi, Adobe est utilisé dans plusieurs secteurs d'activité de manière générale. D'accord? Donc, la diversification, il faut souvent également la voir autrement. Alors, moi, un ROC de 5 ne me dérange pas. Si vous l'ajustez ici, vous allez voir que le Invested Capital a augmenté. Est-ce que c'est le cas? On va le constater ici. Vous voyez? Boum. Et une fois qu'il augmente, qu'est-ce qui se passe? Le net income, le ROIC diminue. Et si on va bien regarder ici, c'est beaucoup d'intangibles. Okay? L'intangible ici, si on l'ajuste, on aura clairement quelque chose de plus élevé que ça. C'est important, les amis, de connaître à peu près comment est-ce que chaque ratio fonctionne, de connaître la formule de manière générale, parce que ça vous permet de mieux interpréter. Par exemple, je peux savoir entre la marge brute et l'EBITDA, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui pourrait impacter l'EBITDA de manière générale? Okay? C'est important. Même si on n'a pas besoin d'aller regarder la définition à nouveau. Ça vient avec la pratique et l'expérience, d'accord? Ça, c'est la partie la plus facile, je dis toujours. Interpréter les chiffres, c'est la partie la plus facile. Enfin, non. Présenter les chiffres, c'est la partie la plus facile. Maintenant, interpréter ces chiffres-là, les remettre dans le contexte, là, ça fait appel à votre jugement. Et votre jugement s'affine uniquement avec l'expérience et la pratique. Donc, ici, je mettrais, on avait dit combien? 225. Ça sous-entend que moi, Thierry, Top Invest, je ne paierai pas plus de 225 € l'action pour Essilor Luxottica. La dernière vidéo sur Essilor Luxottica date du 23 du mois d'octobre 2025. Pour ceux qui ont accès à la watchlist, on fait la mise à jour aujourd'hui. Je mets 225. Voilà. Et on mettra ici que l'entreprise, on se dit qu'elle est correctement évaluée. Donc, en l'achetant au prix actuel, je ne m'attends pas à grand-chose, sauf si et seulement si la taille du marché est très élevée, de telle sorte que je puisse accepter de payer ce montant-ci en date d'aujourd'hui, parce que par exemple, on est peut-être leader dans un marché où on n'a que 10%. On peut facilement se dire ici que sur les 10 prochaines années, si on continue à bien se comporter, on pourrait doubler cette taille, enfin, on pourrait doubler en termes de chiffre d'affaires ou bien on pourrait prendre des parts de marché de manière générale. Surtout si le secteur d'activité est toujours en croissance. Bref. Cette vidéo, je n'avais pas prévu de faire plus de 5 minutes ici, mais comme d'habitude, quand on parle des chiffres, j'ai envie de tout expliquer derrière les chiffres, etc. Bref, en tout cas, ceci n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Comme je l'ai dit tantôt, la mise à jour a été effectuée dans la watchlist. Donc, si vous avez accès à la watchlist, donc en description de la vidéo ici, vous avez un lien, ça écrit Top Newsletter, mais ça vous amène ici à la watchlist. Donc, c'est également pour soutenir la chaîne. Donc, vous aurez sur cette page-ci, vous cliquez dessus, c'est un abonnement à vie dans tous les cas de figure. Donc, il n'y a pas besoin de... C'est pas un abonnement, c'est un prix unique. D'accord? Donc,
à partir d'aujourd'hui, on va se dire que Essilor est juste correctement évalué. Le dividende, alors, il faut qu'on en parle. Vu qu'on en parle pas souvent, enfin, on va faire simple. Essilor, à partir du prix actuel, on me demande d'acheter cette compagnie. En date d'aujourd'hui, c'est un rendement de 1,63% pour les dividendes versés. Alors que si l'entreprise vous reverse la totalité des bénéfices des free cash flow en dividendes, vous aurez 3,35%. Donc, on va se dire ici qu'on a une marge de croissance de manière générale. Donc, le plafond de verre est à 3, le plafond de verre en date d'aujourd'hui est à 3,35%. Et en 2027, si tout se passe bien, il pourrait monter à 4% par là. Enfin, 4%, disons, 10 divisé par 2, 4, 2, il va monter à combien? Voilà, 4%. OK? Donc, on considère que je ne vais pas m'attendre à 10% là, en 2027. OK? Donc, pour moi, c'est comme ça que je vois le dividende. Donc, il y a une marge de croissance ici. Donc, rachat d'actions. Est-ce que c'est une entreprise qui rachète ses actions? On vérifie. Enfin, on a vu ici que non, il n'y a pas de rachat d'actions pour le moment. En tout cas, quand je vais lire les rapports financiers, je vais essayer de comprendre pourquoi. Donc, ce n'est que mon avis sur Essilor Luxottica. C'est une très belle entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist. Si vous voulez avoir accès à la watchlist en question, et vous pouvez également demander des mises à jour dans la watchlist. OK, il y a un forum pour ça. Donc, n'oubliez pas. Donc, c'est en description de la vidéo. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Merci, au revoir.